Je réitère mon bonjour. Oui? D'accord. OK. Et vous souhaite un bon sabbat, en espérant qu'on passera une bonne journée sous le regard de Dieu et qu'on sortira enrichi de cette journée. Donc, pour ne pas plus tarder, on va se mettre en position pour ceux qui le peuvent, pour la prière. Notre Dieu, nous te bénissons, te glorifions et te remercions pour cette belle journée que tu nous permets de passer ensemble en ce sabbat, journée ensoleillée. Permets que nous puissions aussi, nos cœurs puissent être aussi ensoleillés par ta présence et ton amour. Que tu diriges ce moment, cette journée, tu vois, que nous aurons à nous enrichir mutuellement à travers ton message. Que nos cœurs puissent être disposés à pouvoir l'entendre et à y conformer nos vies et nos cœurs. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais continuer l'étude qu'on avait commencée au Watts Center pour ceux qui ont pu suivre cette étude sur la loi du dimanche. Il me restait une dernière partie à présenter, que je n'avais pas pu terminer. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même qu'on puisse faire un petit récapitulatif de ce qu'on a pu voir. Donc, nous avons parlé de la loi du dimanche. D'accord? On a vu que la loi du dimanche, c'est un événement attendu par l'adventisme. D'accord? Et nous avons eu la compréhension de la loi du dimanche à partir de la lecture du livre d'Apocalypse. Est-ce que vous pouvez me dire de quel chapitre, est-ce que vous vous rappelez de quel chapitre dont nous avons parlé la dernière fois? Nous avons tiré cette compréhension de la loi du dimanche. Donc, je vous écoute. Apocalypse 13, tout à fait. Apocalypse 13. Et Apocalypse 13 nous parle de quoi? D'une bête semblable à un agneau qui parle comme un dragon. Et cette bête qui ressemble à un agneau qui parle comme un dragon, elle fait quoi? Elle va... Est-ce que vous vous rappelez le texte? Elle va faire que les habitants de la terre forment une image à la bête et adorent la bête. D'accord, la première bête. D'accord? Et nous avons vu que l'image de la bête représente quoi? L'image de la bête. On a vu que c'est un pouvoir religieux qui s'associe à un pouvoir civil. Comme la première bête que nous avons vu que la première bête représentait la papauté dans l'histoire du Moyen-Âge, d'accord? Et nous avons vu que la papauté, c'est un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir civil, d'accord? Donc, image de la bête égale civil plus religieux. D'accord. Et nous avons défini ce que représente parler comme un dragon. On voit que cette bête, l'image de la bête va parler, cette bête à deux cornes, elle va parler comme un dragon. Et on a vu que ça signifiait quoi?
Je ne vais pas remettre les citations, vu que le peu de temps que nous avons ensemble. Mais vous avez pu suivre, donc normalement, ça devrait être pour. Non, je n'ai pas le micro. Donc, le parler. Oui. Parler comme un dragon, c'est légiférer des lois. C'est légiférer, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... C'est Sophie? Donc, on a vu que cette bête à deux cornes représente les États-Unis. J'ai oublié de mettre cette précision. On a vu que ça représentait les États-Unis d'Amérique. D'accord? Et on a vu que cette nation, elle va parler comme un dragon. Donc, le parler d'un pays se fait à travers quoi? On a vu que le parler d'un pays se fait à travers ses lois. Et ça implique quoi comme pouvoir? Le législatif. Le législatif. Et nous avons vu un autre pouvoir. Et le... Comment? Et le pouvoir judiciaire. Et le judiciaire. Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire, m'expliquer pourquoi, comment dire ça, le palais d'une nation se fait au travers du pouvoir civil et judiciaire? Il y a Sophie qui veut amener une réponse. À travers le législatif, la nation va édicter des lois qui va régir la vie en société. Et le pouvoir judiciaire, c'est celui qui est garant, en fin de compte, du respect de ces lois ou de l'interprétation de ces lois à travers les tribunaux. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose? Sur Zoom, vous pouvez parler aussi, hein? Non, personne? D'accord. Donc, ce qu'on peut dire aussi, en plus de ce que Sophie nous a apporté, c'est qu'à travers les lois, justement, on peut façonner, comment dire ça, façonner un pays. On va façonner sa façon de... comment dire ça? On va façonner son style de vie parce que ces lois vont impliquer des changements, des comportements à adopter. D'accord? Et comme ça, on peut changer le comportement. Et oui, tu veux rajouter quelque chose, Sophie? Vas-y. Non, je ne sais pas si tu as terminé ta phrase, mais c'était pour alimenter ce que tu disais. On peut voir aussi que la société civile alimente ces lois, Oui. et ensuite ces lois, effectivement, vont continuer à façonner la société sur les décennies à venir. Ouais, tout à fait. Voilà. OK. Donc, nous avons regardé aux États-Unis, parce que la prophétie nous invite à regarder à ce pays pour que nous puissions comprendre cette loi du dimanche. D'accord? Et ce que nous avons regardé, nous avons vu aux États-Unis, nous avons parlé du protestantisme. Nous avons vu que le protestantisme, aujourd'hui, au niveau de la politique, aujourd'hui s'est introduit dans la politique afin de pouvoir influencer les décisions politiques. D'accord? Et nous avons vu que cette action montre justement le rapprochement du civil et du religieux. Et dans l'esprit de prophétie, on nous a, la sœur Ellen White, enfin, nous a amené à regarder à ces événements afin de comprendre comment la loi du dimanche va se manifester. D'accord?
Donc, nous avons regardé au protestantisme apostat et nous avons parlé particulièrement d'un sujet, celui d'une organisation qui, au niveau législatif, va agir. Et nous avons parlé, est-ce que vous vous rappelez du nom de cette organisation? Qui est au niveau législatif, oui. Non. Nous avons parlé du projet, le projet Blitz. D'accord? Le projet Blitz. Est-ce que quelqu'un se rappelle un peu de ce que nous avons vu avec le projet Blitz? C'était quoi leur but, en fait, le projet Blitz? Donc c'est un peu timide. Vous ne vous rappelez pas? Ça fait loin déjà. Donc le projet Blitz, c'est... Pour vous rafraîchir, on va afficher la diapo. Est-ce que tu peux, Vadim, nous afficher la diapo qui parle, qui donne la définition du projet Blitz? Ce qui dit définition Wikipédia. Donc, est-ce que quelqu'un sur Zoom peut nous lire celui-là? Est-ce que quelqu'un sur Zoom peut nous lire la définition? Est-ce que vous nous entendez sur Zoom? D'accord. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut nous lire? Le projet Blitz est une coalition de plus de 40 groupes de droite chrétienne, dont la Congressional Prayer Consensus Foundation, la National Legal Foundation ou le Wall Builders Pro Family Legislators Conference, fondé par Randy Forbes. Le groupe déclare chercher à protéger le libre exercice des valeurs et croyances religieuses judéo-chrétiennes traditionnelles sur la place publique, ainsi qu'à récupérer et définir correctement le récit qui soutient ces croyances. Il est enraciné dans l'idéologie nationaliste chrétienne. Tout à fait. Donc ici, il nous a dit que ce sont des groupes de la droite chrétienne qui se mettent ensemble et qui vont chercher à mettre en avant leurs valeurs et leurs croyances chrétiennes. D'accord? Et pour cela, ils vont particulièrement s'attaquer sur le plan législatif, d'accord? Afin d'inonder, en fait, les tribunaux de lois qui vont mettre en avant toutes ces valeurs et ces croyances afin que soit mis en application dans les États où ils œuvrent, en fait. D'accord? Donc, ils vont inonder les tribunaux de lois, d'accord, pour faire mettre en avant leurs croyances. Et on avait vu justement 3 points par rapport à leur projet et leur modèle de loi. D'accord? Il y a le premier point qui va être la protection de la liberté religieuse. Donc, ce qui veut dire, en fait, ils vont essayer, en fait, de se protéger contre l'ingérence du gouvernement contre leur foi et leurs pratiques religieuses. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que cela
implique. En fait, ils vont s'axer en fait leur lutte pour la protection de la liberté religieuse. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils vont lutter pour que l'État ne puisse pas faire de l'ingérence par rapport à leurs pratiques religieuses. D'accord? Et est-ce que vous comprenez qu'est-ce que cela implique? Oui ou non? Est-ce que Sophie est venue, c'est Sophie? Il n'y a que Sophie qui réagit. Bon, je disais pas sûr parce que je suis pas sûre de ce que ça peut vouloir dire, parce que dans les faits, au niveau collectif, normalement l'État n'intervient pas au niveau de la religion. Par contre, elle garantit pour d'autres catégories de personnes qui ne sont pas protestantes aussi une liberté. C'est là où je ne suis pas sûre, effectivement, quand ils veulent introduire les lois, en quoi leur liberté religieuse à eux est vraiment violée, et en quoi, en fin de compte, ils n'agissent pas plutôt au niveau de la nation pour garder cette identité chrétienne des États-Unis, mais qui, dans ce cas-là, nie, en fin de compte, la diversité des États-Unis et le fait qu'il y ait d'autres croyances religieuses ou pas d'ailleurs. Tout à fait. Donc ça remet en question la définition qu'ils ont de la liberté religieuse. Parce qu'il y a une vraie compréhension de la liberté religieuse, et si on peut dire aussi une fausse compréhension de la liberté religieuse. Quelle serait pour vous justement la vraie compréhension de la liberté religieuse? Qu'est-ce que vous associez à la vraie compréhension de la liberté religieuse? Donc, il y a... Moi, je dirais que la vraie compréhension de la liberté religieuse voudrait que tous, c'est-à-dire qu'on prenne en compte toutes les autres croyances et qu'on permette à chacun de pouvoir, je dirais, vivre sa croyance, quoi. Oui. Bonne définition. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter autre chose? Oui, je dirais le fait de ne pas violer la conscience de l'autre, ne pas l'obliger à faire. Donc la liberté de conscience, de respecter la liberté de conscience. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, respecter la liberté de conscience, respecter la pratique religieuse de l'autre. Respecter que l'autre puisse adorer un Dieu ou pas du tout. D'accord? Et on pourrait mettre aussi la liberté de pensée, la liberté de culte. D'accord? Et eux, quelle vision qu'ils ont de la liberté religieuse? Donc ça, on va dire que c'est la bonne. Quelle est leur vision de la liberté religieuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ou pas? Sur Zoom, il y a Sophie qui veut encore intervenir. Je pense que c'est en lien avec ce que je disais au départ. La liberté religieuse pour les aux États-Unis, elle fait référence à leur identité religieuse, à leur histoire d'un pays qui a été peuplé par des personnes qui étaient protestantes et qui, en fin de compte, n'ont pas eu cette... comment je vais dire ça? Ils n'ont pas élargi ce concept de liberté religieuse vraiment aux autres personnes, mais en fin de compte, ils l'ont plutôt vécu en lien avec ce qu'ils avaient vécu en Angleterre, en Europe. Ils ont cherché à garantir leur liberté religieuse à eux ou à elles, ça dépend comment on voit les choses. Mais pour autant, ils n'ont pas été plus loin dans cette
notion de liberté religieuse. Comme Rogers, alors je le dis parce que je crois que la semaine dernière, il y a Ignatius, je crois, qui l'a mentionné, avec Rogers, qui avait une idée beaucoup plus large de la liberté de conscience aux États-Unis, que n'avaient pas les pères pèlerins au départ. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose? Si je prends l'exemple d'un cas judiciaire qu'on connaît, le Masterpiece Cake Shop contre l'État du Colorado. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous voyez en fait la problématique par rapport à la question religieuse? Quelqu'un veut réagir? Ils ne sont pas égalitaires, ils ne sont pas dans l'égalité. Ils ne sont pas dans l'égalité, oui, tout à fait. Donc, ça va leur donner, en fait, ils considèrent la liberté religieuse comme l'autorisation à discriminer l'autre parce qu'il ne partage pas la même conviction religieuse. Donc on voit que dans ce cas, c'est le cas de Masterpiece Shop, le fait que ce soit des homosexuels qui veulent un gâteau pour leur mariage, le propriétaire va refuser de leur faire ce gâteau en mettant en avant sa religion, ses croyances. Et en mettant en avant ses croyances, en fait, il fait de la discrimination par rapport à des individus en disant, en fait, ceux-là peuvent acheter chez moi, mais vu que vous êtes homosexuel, vous ne pouvez pas acheter chez moi. Et je mets en avant ma liberté religieuse, le fait que je suis chrétien et que je n'accepte pas l'homosexualité, donc je ne peux pas vous vendre. D'accord? Donc vous voyez en fait la définition, comment ils utilisent la liberté religieuse de façon discriminatoire. OK? Donc tout ce qui va aller à l'encontre de leurs valeurs, comme l'a dit Sophie, eux ils sont chrétiens. Donc tous ceux qui ne sont pas chrétiens et qui ne partagent pas les mêmes valeurs, sur certains points, ils vont mettre en avant leur liberté religieuse pour en fait, comment dire ça? Pour se protéger. Bon, je mets discrimination, mais vous avez compris. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. Attendez, j'ai perdu ma page. Donc, le deuxième point, c'est la préservation de l'héritage judéo-chrétien de l'Amérique. Et on a vu que ça, en fait, ils vont il y a un projet de loi qu'ils appellent In God We Trust, d'accord? Et à travers ce projet, ils vont chercher à obliger en fait les écoles publiques à afficher la devise nationale In God We Trust. Ils vont chercher au niveau des administrations à faire en sorte qu'ils puissent afficher cette devise pour justement manifester le caractère chrétien de la nation américaine. Pour eux, la nation américaine est avant tout une nation chrétienne et ils doivent en fait préserver cet héritage, mais aussi le marquer, le graver pour que ça soit en fait accepté en fait. Donc ils vont forcer. Oui, je disais, comme ça, le monde voit que c'est eux, en tant que peuple, en tant que nation, ils sont une nation religieuse, chrétienne, devant tous, donc ils ont cette autorité devant tous, quoi. C'est ce que je comprends. Et quelle est la problématique avec cela? Il n'y a pas que des chrétiens dans ce monde, nous sommes tous différents, il y a différentes croyances, donc automatiquement, ce qui va amener, comme on vient de dire, de violer la conscience des autres et de discriminer, d'amener à une discrimination par rapport à la liberté de chacun de servir ou de ne pas servir Dieu. Tout à fait.
Parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens, on aurait pu voir ça comme une bonne chose de se dire que la nation américaine est une nation chrétienne, que tout le monde soit chrétien, ce serait bien, mais nous voyons que c'est au contraire, nous voyons qu'à ce niveau, c'est mauvais, parce que la nation américaine, c'est une nation hétéroclite, où il y a différentes personnes de nationalités différentes, de religions différentes, et en voulant justement imposer cette vision comme une nation chrétienne, ça amène aussi à discriminer les autres religions, les personnes d'autres religions. Ils vont justement, par rapport à sur la question du créationnisme, ils vont vouloir que ce soit appris à l'école au détriment de l'évolution. D'accord? Ils vont chercher à agir sur le système de l'éducation et tout, pour pouvoir mettre en avant leurs valeurs. Et en faisant cela, il y a une partie de la population qui va être lésée. D'accord? Et le troisième point, c'est l'influence sur la politique publique. Donc, on va avoir l'intégration des valeurs religieuses au niveau de la législation, avec des lois qui vont mettre en valeur leurs croyances, leur moralité, et notamment la question de l'avortement, du mariage homosexuel, de l'éducation et autres. D'accord? Donc, ils vont chercher à mettre en place des lois pour lutter, pour mettre en avant leurs valeurs. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris ces 3 points? 3 points majeurs. Et ce que nous voyons au travers de ce projet, c'est vraiment l'implication de la religion à travers la droite chrétienne au niveau de la politique. Ils vont faire pression sur la politique pour mettre en avant leurs valeurs chrétiennes. Et en faisant cela, nous voyons la discrimination qui se met en place vis-à-vis des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Aujourd'hui, le projet Blitz n'existe plus sous le même nom parce qu'il y a eu en fait des critiques, il y a eu des personnes qui se sont élevées, notamment ceux qui sont pour la séparation de l'Église et de l'État, et qui ont critiqué en fait et ont mis en lumière ces actions. Et aujourd'hui, ils ont en fait changé on va dire leur fusil d'épaule, en fait, ils ont changé en fait leur nom pour passer un peu plus discrètement. Mais aujourd'hui encore, ils agissent, mais aujourd'hui, ils s'appellent en fait Freedom for All, liberté pour tous. Mais on voit encore, et c'est aujourd'hui, ce matin que je lisais encore, pour la réélection de Trump, on voit encore qu'il continue en fait à mettre en place, à inonder en fait les tribunaux de loi pour pouvoir faire avancer leur agenda. D'accord? En prévision d'une future élection de Trump. Donc ils sont encore agissants, même si on ne les voit pas, mais ils sont encore là. Et on s'était arrêté à l'organe judiciaire. Et nous avons vu que pour l'organe judiciaire, il y a une organisation qui s'appelle la Federalist Society en anglais, la Société fédérale. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi en fait, c'est quoi cette organisation? Et quel est leur but? Merci. Donc on a l'organe judiciaire. C'est de former et de nommer des juges ayant leurs mêmes valeurs. Comme cela, ils sont placés au bon niveau pour faire évoluer la société selon leurs convictions, on va dire. Tout à fait.
Nadine, tu peux nous mettre la diapo avec la définition de la Federalist Society, s'il te plaît. Comment? Donc, si quelqu'un sur Zoom peut nous lire la définition. Le Federalist Society for Law and Public Policy Studies, le plus souvent appelé la Federalist Society, est une organisation américaine de droite conservatrice qui préconise une interprétation rigoriste et originaliste de la Constitution des États-Unis. Fondée en 1982, c'est l'une des associations juridiques les plus influentes du pays. Merci, Isaline. Donc, nous voyons que la Federalist Society, c'est une organisation américaine de la droite conservatrice. Donc, je vais mettre droite conservatrice. Est-ce que quelqu'un peut me dire, en quelques mots, c'est quoi la droite conservatrice? Personne? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Même sur Zoom aussi, vous pouvez intervenir. La droite conservatrice. Qu'est-ce que quelqu'un peut nous définir la droite conservatrice? Non. Donc, Isaline, vas-y. après, si c'est en partant du texte, il y a marqué qu'elle préconise une interprétation rigoriste et originaliste de la Constitution des États-Unis. Donc ça nous donne une idée de ce que c'est. Et puis après, au niveau des termes, c'est un parti politique. Un parti politique, oui. Donc, on peut dire, pour rassembler les deux, c'est un parti politique qui véhicule ce genre d'interprétation, quoi, les interprétations rigoristes et originalistes de la Constitution des États-Unis. Après, il y a peut-être plus à dire, mais déjà, c'est ce que je peux dire. Merci. Oui. Est-ce que d'autres personnes veulent dire quelque chose? Non? Donc, oui, c'est juste ce que tu as dit. C'est vrai qu'ils ont d'abord, c'est une organisation politique de droite, comme le nom l'indique, d'accord? Et qui, comme tu as dit, préconise une interprétation rigoriste et originaliste de la Constitution américaine. D'accord? Mais on a vu que cette droite chrétienne, enfin, cette droite conservatrice, elle est large. D'accord? Elle rassemble notamment des chrétiens, on va appeler la droite chrétienne, mais pas seulement. D'accord? On va voir qu'il y a un plus grand spectre de personnes qui vont se retrouver dans cette droite conservatrice. Donc là, ils peuvent être religieux ou pas du tout. D'accord? Mais ils vont partager cette vision commune qui est de la manière d'interpréter la Constitution, la manière de la lire. Et ce qui fait qu'ils vont partager des valeurs communes. Peut-être pas totalement, on va voir qu'il y a des nuances. Selon leur sensibilité, il va y avoir des nuances. Mais dans cette droite conservatrice, on retrouve aussi la droite chrétienne, d'accord, qui aussi va influencer, et c'est ce qu'on a essayé de voir aussi à travers la Federalist Society. Donc, il faut savoir que c'est une organisation qui a été créée en 1982 par des étudiants de 3 universités. L'université de Yale, d'Harvard et de Chicago. D'accord? Et leur but, en fait, c'est de remettre en question l'idéologie libérale au sein des universités, mais aussi au sein de la société américaine. D'accord? Parce que c'est, en fait, on va voir que ce sont des conservateurs. Ils vont avoir... quand on va parler d'originaliste, la dernière fois on en a parlé, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit? C'est quoi l'originaliste?
Est-ce que quelqu'un se rappelle? Non? Vas-y. C'est Marilyn. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est revenir à la pensée originelle des pères fondateurs lorsqu'ils ont écrit la Constitution. La manière dont ils vont interpréter la pensée, on va dire. Est-ce que d'autres personnes veulent ajouter quelque chose? Donc, l'originalisme... Ah, Rosemary. Je pense qu'ils interprètent la Constitution d'une manière littérale. Oui. Ils ne sont pas d'une manière progressive, en fait. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? C'est vrai que peut-être que tout le monde n'a pas compris ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux... Par rapport, ils interprètent par rapport à avant. Ils disent que c'est... Littéralement, ils le lisent, ils disent que c'est comme ça que c'est interprété. Mais ils n'interprètent pas par rapport à maintenant, par rapport à l'évolution. Ils ne sont pas progressifs dans leur interprétation de la Constitution, je veux dire. D'accord. Donc, les réponses que vous avez données sont tout à fait bonnes. Donc, cette approche, l'originalisme, en fait, c'est une approche pour interpréter la Constitution de manière étroite sur ce qu'ils pensent que les rédacteurs ont voulu dire. Ils vont prendre la Constitution, ils vont dire, en fait, ceux qui ont écrit cette Constitution, ils avaient à l'idée, à l'esprit, comment dire, ils avaient une certaine idée de ce qu'ils voulaient dire. Et ils vont, pour eux, interpréter en disant qu'ils veulent rester dans la pensée des rédacteurs. Et contrairement, comme tu dis, ils n'ont pas cette pensée que la Constitution, c'est quelque chose qui doit être interprété selon, en fait, avec l'évolution de la société. Je ne sais pas si vous m'avez compris. D'accord? Oui, Sophie, tu veux dire? Sophie veut réagir. Merci. Est-ce que ce serait juste de dire qu'en fin de compte, ils n'ont pas pris en compte le principe fondateur un peu de la Constitution par rapport à la protection qu'elle garantissait aux hommes et qu'ils ne l'ont pas justement étendu, comme disait Rosemary, ils n'ont pas rendu ce principe progressiste pour l'appliquer à l'évolution de la société. Oui. Parce que je pense que le principe même de la Constitution était, enfin, sur le principe il était bon, je pense, hein, mais qu'ils l'ont limité à un contexte dans lequel la Constitution a été mise et qui finalement est bénéfique qu'à une certaine catégorie de personnes. Tout à fait. Tout à fait. Donc ce que tu as dit est juste. Donc ils vont interpréter en regardant le contexte dans lequel la Constitution a été écrite. Et ils ne vont pas en fait chercher, ils vont prendre le principe qu'il y a derrière cette Constitution. Qu'est-ce qu'en fait ces hommes, en rédigeant cette Constitution, qu'est-ce qu'ils cherchaient en fait? Et à savoir en fait le bonheur en fait des personnes qui vivent dans cette société, le fait de pouvoir vivre ensemble par rapport au fait qu'ils savent en fait par rapport au siècle passé avec la domination de la papauté, on sait que les Américains sont issus de l'Europe parce qu'ils ont cherché à fuir la persécution papale, d'accord? Et en fait, ces rédacteurs, justement, quand ils vont écrire cette constitution, et même la déclaration d'indépendance, ils ont à l'esprit cette pensée de pouvoir être libre d'exercer sa religion, libre de pouvoir penser, parce qu'ils n'avaient pas cette liberté. Mais cette droite, en ayant cette lecture originaliste, on va dire, va enfermer en fait cette constitution dans un contexte en disant que à cette époque, l'Amérique était protestante, elle était blanche, elle était chrétienne, donc ce que les rédacteurs ont écrit doit être interprété dans ce cadre et non pas dans un autre cadre. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'ouverture pour
d'autres personnes qui... Voilà, donc il n'y a pas d'ouverture pour des personnes différentes. D'accord? Et nous voyons que le problème de cela, c'est ça amène une discrimination. Parce que si toi, tu n'es pas comme moi, je ne peux pas en fait t'intégrer et te donner les mêmes droits que moi. D'accord? Ils veulent aussi contrôler le pouvoir fédéral et protéger les libertés et protéger les libertés individuelles. Notamment, on va voir qu'ils vont lutter pour tout ce qui va être la propriété privée, la libre entreprise, le fédéralisme, le droit de porter des armes. Donc on voit qu'il y a aussi une philosophie libertaire. La liberté avant tout. La liberté libertarienne. Voilà. La liberté avant tout, au détriment de l'égalité. Donc, le combat va porter essentiellement sur les libertés individuelles. Donc, justement, ce groupe va être formé, en fait, va former des avocats, des juges à l'esprit conservateur, et ils vont chercher à les placer au niveau du pouvoir décisionnaire, notamment justement des juges à la Cour suprême. Et on va voir justement que ça a été créé sous la présidence de Reagan. Et on sait comment Reagan a pu arriver au pouvoir grâce au vote, en partie au vote de la droite chrétienne. Donc ça a été une aubaine pour eux de pouvoir, justement, ils ont vu cette possibilité de pouvoir influencer la société, et ils ont saisi cette opportunité pour pouvoir chercher à accaparer le pouvoir au niveau judiciaire. D'accord? Donc, j'aimerais qu'on puisse lire un article qui se trouve dans l'article de The Guardian. C'est l'avant-dernier. Est-ce que tu peux nous mettre, Suzanne, s'il te plaît? Remonte avant. Et voilà. Donc, si quelqu'un peut nous lire cet article, et on va voir comment la droite chrétienne... Comment la droite chrétienne s'est emparée du pouvoir judiciaire et a changé l'Amérique. Au cours des dernières décennies, la droite religieuse a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le développement d'une infrastructure complexe et coordonnée dont les caractéristiques comprennent des groupes politiques de droite, des organisations en réseau, des initiatives de données et des médias. Un élément essentiel de cette infrastructure est sa sphère juridique sophistiquée. Je vais mettre l'autre suivant. Les dirigeants du mouvement ont très bien compris que si l'on parvient à s'emparer des tribunaux, on peut changer la société. Parmi les principales organisations figure l'Alliance Defending Freedom, qui est impliquée dans de nombreuses affaires récentes visant à dégrader le principe de séparation de l'Église et de l'État. Première Liberté, Becket, anciennement connu sous le nom de Fonds Becket pour la liberté religieuse, et la Federalist Society, une organisation de réseautage et de soutien pour les juristes de droite et leurs alliés, dont le chef, Léonard Léo, a dirigé des centaines de millions de dollars vers un réseau d'organisations affiliées.
Cette infrastructure a créé un canal permettant d'orienter les idéologues vers des postes judiciaires importants au niveau national et fédéral. Selon le sénateur Sheldon Whithouse, près de 90% des candidats à la Cour d'appel proposés par Trump étaient ou sont membres de la Federalist Society et les 6 juges conservateurs de la Cour suprême sont des membres actuels ou anciens. Voilà, merci. Donc, quand on regarde à cet article, on voit que la dot religieuse, il y a plusieurs groupes. Il n'y a pas seulement la Federalist Society. Et on voit que leur but, c'est de pouvoir s'accaparer le pouvoir judiciaire. D'accord? Il est bien dit ici, afin de pouvoir changer la société. Et ils veulent changer la société comment? À leur image. Et ils ont compris l'importance de prendre le pouvoir judiciaire. Parce que ça, comme on a vu au départ, le parler du dragon, c'est à travers le pouvoir législatif et judiciaire. Donc en s'emparant du pouvoir judiciaire, ils ont la capacité de changer la société. Et c'est pour ça qu'ils font pression, ils forment des avocats, des juges, pour pouvoir occuper ces postes de responsabilité et pouvoir ainsi changer le paysage politique américaine. J'ai une question. Oui. Mais je ne veux pas te perturber. Hein. Vas-y. Donc, quel lien tu fais avec la Federal Society et la loi du dimanche? Parce que pourquoi tu as commencé avec le parler d'une nation, donc le contexte de la LD, et tu nous emmènes dans la Federal Society. Quel est le lien? Parce que t'es pas obligé de répondre toi, hein, c'est pour tout le monde. D'accord. Ben, si quelqu'un veut amener une réponse, il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre à la question. Enfin, par exemple, tu disais, c'est quoi le lien? Comme illustration, je vois alors le renversement du cas Roe versus Wade, par exemple, par rapport à l'avortement. Et on sait en particulier que c'est dû à cette majorité de juges conservateurs dont tu viens de parler, qui sont issus de la Federalist Society. Et la question de l'avortement, elle est en lien avec l'égalité des genres, donc c'est comme ça que je commence à faire le lien donc entre la Federalist Society, le fait que le dragon parle que les États-Unis parlent comme un dragon et la loi du dimanche aux États-Unis, en lien avec le sujet de l'égalité, pardon. Tout à fait, une bonne réponse. Est-ce que David, c'est David? Non? Qu'est-ce qui veut répondre? Moi, je voudrais sur Zoom dire quelque chose, si vous m'entendez. On t'entend. Alors, je pense que Jean-Marie, il a commencé son étude en nous montrant que les États-Unis vont parler comme un dragon. Il nous a expliqué qu'est-ce que c'était que les organes législatifs et judiciaires. Et on comprend que les acteurs qui vont vouloir agir sur les organes législatifs et judiciaires sont importants à connaître. Et je pense qu'il essaye de nous montrer que justement, il y a des choses qui se mettent en place pour pouvoir être amené à changer des lois dans le but d'amener vers une vision de pensée et qu'il va nous aider à comprendre, qui va avoir toutes les caractéristiques de la loi du dimanche. Donc tout à fait. Donc, c'est juste les réponses qui ont été données. Et ce qu'on peut voir, c'est que le fait justement de former ces juges et qu'ils prennent en fait la place. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on va voir que la droite, en fait, les républicains, ils vont en fait s'alliancer avec cette organisation pour pouvoir nommer en fait un juge à la Cour suprême.
celui qui veut en fait se présenter à la présidence des États-Unis dans le Parti républicain, il a l'obligation de souscrire à cette charte il faut mettre en place un juge, mais que ce soit fait en fait par la Federalist Society. C'est la Federalist Society qui va choisir les juges que la droite, les républicains, ils veulent mettre, le président républicain voudra mettre comme juge à la Cour suprême des États-Unis. Donc, et c'est ce qu'on a vu à la fin, on va voir que Trump, lors de son mandat, il va mettre en place 3 juges à la Cour suprême, mais 3 juges conservateurs. 3 juges qui ont fait qui ont fait partie en fait de cette organisation. Et cette organisation, c'est les membres de cette association qui vont donner en fait une liste de juges à Trump et qui va pouvoir choisir parmi cette liste, mais que de juges conservateurs. Et en ayant la majorité au niveau de la Cour suprême, ils vont pouvoir faire adopter les lois qu'ils veulent. Et notamment, Sophie a parlé du cas Roe versus Wade, qui cette année a été renversé grâce à la majorité de juges conservateurs à la Cour suprême des États-Unis. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que... Comment? OK. Donc, et on va lire une dernière citation, puisque mon temps va s'écouler. Une dernière citation. De The Intercept. Donc, qui va nous parler d'un cas, justement, qui est en lien avec 2014. Parce que je veux dire, c'est que on a le séminaire que nous avons eu était axé sur l'année 2014. On a vu que cette année-là a été un tournant dans l'histoire de la loi du dimanche. D'accord? Et notamment, on va voir qu'en 2014, il y a eu ce cas Hobby Lobby. Et on va lire en fait ce que ce journal nous dit sur cette histoire. Donc, si quelqu'un veut lire cette dernière citation. Le micro. Et c'est Raymond. Alors, l'affaire Hobby Lobby a été un triomphe massif pour la droite radicale, soulignant l'efficacité des stratégies qui se renforcent mutuellement. Le mouvement a effectivement utilisé l'avortement comme cheval de Troie pour faire bouger les choses, limiter l'accès à la contraception et inscrire la désinformation dans le canon juridique. Pour eux, c'était la cerise sur le gâteau que la victoire Zap Laka, affordable car acte. Un couronnement pour l'administration tant détestée d'Obama. Ils ont annulé l'une des avancées nationales les plus importantes en faveur de l'égalité des sexes depuis des décennies. D'accord. Merci. Donc, il dit, en fait, ici, l'affaire Hobby Lobby a été un triomphe massif pour la droite. Donc, est-ce que quelqu'un peut juste rappeler rapidement c'était quoi le cas Hobby Lobby? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Sur Zoom, il y a une réponse? Non. Donc, en fait, c'est l'administration Obama qui va mettre en place une loi pour pouvoir permettre aux femmes dans les entreprises d'avoir une... comment dire ça? Au niveau de la contraception, avoir une assurance pour prendre en charge, en fait, tout ce qui va être en faveur de la contraception. D'accord? Et nous avons cette entreprise, Hobby Lobby, qui va en fait mettre en avant la question religieuse, parce qu'ils vont, comme ils sont contre l'avortement, ils vont dire que parmi ces
ces médicaments pour pouvoir, pas avorter, pour pouvoir contrôler les naissances ou la contraception. Il y a des médicaments qui sont abortifs, c'est ça, abortifs, qui vont permettre après la fécondation, de tuer en fait le fœtus, d'accord? Et ils vont mettre justement en avant leur liberté religieuse, le fait qu'ils sont contre l'avortement, pour mettre à mal et faire échouer cette loi que voulait mettre en place l'administration d'Obama, d'accord? Et on nous dit que pour eux, ça a été un triomphe massif, d'accord? Donc, comment? Tu peux y aller. Non, vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Donc, il y a une réponse sur Zoom par rapport à la question précédente, le lien. Donc, c'est David. Arnaud qui nous dit, donc c'est David. Je me permets de rajouter une précision, réponse donnée sur la question. Il faut savoir que le parler des nations implique la politique, qui est un domaine ignoré des adventistes, afin de comprendre les événements liés à la prochaine loi du dimanche. Les organisations que l'on voit avec Jean-Marie confirment qu'il est nécessaire de regarder à la politique et aux journaux pour ne pas se tromper de sujet aujourd'hui. D'accord, merci. Ok. Donc, pour revenir à l'affaire Obi-Lobi, ce qu'on va voir, c'est que les juges qui vont voter contre cette loi, ça va être en fait les juges conservateurs. Il va y avoir 5 votes contre 4, sachant qu'à la Cour suprême, il y a 9 juges qui siègent à la Cour suprême des États-Unis. Et en 2014, il y a les 5 juges conservateurs ont voté contre cette loi. Et les 4 autres ont voté pour, c'est les 4 juges progressistes. Et les 4 juges progressistes, parmi ces 4 juges progressifs, il y avait 3 femmes. Les 3 femmes siégeant à la Cour suprême des États-Unis. Donc, on voit en fait que ce sont des hommes qui vont décider pour les femmes, en mettant en avant comment dire ça? Comment? Oui, en mettant en avant leurs valeurs. Parce qu'en fait, ces juges progressistes portent justement des valeurs anti-avortement. D'accord? Oui, conservateurs, et ils sont contre l'avortement. Donc, et le fait que ces juges sont en place, ces juges conservateurs, en ayant la majorité à la Cour suprême, donc les décisions qui vont être prises vont aller en faveur de cette droite chrétienne et ils vont changer le visage de la société. D'accord? Donc nous voyons comment, en fait, justement, cette droite chrétienne, justement, en s'emparant du pouvoir judiciaire, va façonner la société américaine avec ses valeurs conservatrices. Donc, nous voyons comment, quand nous retournons justement dans le cadre de la loi du dimanche, nous voyons l'importance de regarder à ces organes et de voir ce qui se passe pour comprendre comment cet événement, à quoi elle va ressembler. Et justement elle va mettre, cet événement, en fait, va aller à l'encontre de la notion de l'égalité. Nous savons que la loi du dimanche va porter sur la question de l'égalité. Et justement, en permettant à cette droite chrétienne de prendre ces organes, le pouvoir sur ces organes, c'est la possibilité pour eux de pouvoir justement mettre en avant leurs valeurs qui sont des valeurs qui ne sont pas égalitaires, des valeurs qui sont conservatrices et qui vont à l'encontre des droits des minorités
des droits des femmes de pouvoir disposer de leur corps, notamment avec la question de l'avortement qui est comme il est dit, un de leurs chevaux de bataille. D'accord? Donc, et nous voyons que pour eux, ça a été une victoire décisive en 2014, parce que on va voir que ça va faire en sorte, quelque part, jurisprudence. Puisque, oui, d'accord. Oui, je finis, c'est ma conclusion. Parce qu'on va voir que le fait de donner à cette entreprise la possibilité de mettre en avant leur liberté religieuse au détriment d'individus, de personnes, comment dire ça, de progrès, on va dire de progrès pour les femmes, de pouvoir avoir le financement et de pouvoir choisir d'avorter, ils vont ils vont permettre la discrimination, comment dire, on va dire, ils vont codifier en fait la discrimination dans la loi. Donc, et on va voir que quand on regarde au cas de Masterpiece, quelque chose qui s'est passé 4 ans plus tard, en 2018, on va voir aussi que la question de la liberté religieuse qui va permettre de trancher par rapport à ce cas. Donc, ils vont mettre en avant la liberté religieuse de ceux qui veulent discriminer au lieu de la liberté des individus à pouvoir avoir des droits comme les autres, pouvoir vivre dans une société égalitaire tout simplement. Donc voilà. Donc je vais terminer ici vu que mon temps est écoulé, mais on a vu voir ensemble comment en fait cette loi du dimanche est en train de se mettre en place et qu'il est important pour nous de regarder à ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça nous aide à comprendre comment ça va être, même si ça ne se contente pas qu'aux États-Unis, mais comprendre en fait la question de la loi du dimanche, sur quoi elle porte, et pouvoir être prêt pour cet événement. Donc, merci pour l'écoute, et on va terminer par la prière. Nous te remercions, notre Dieu, pour ton amour et ce moment d'étude que nous avons pu avoir, que ce que nous avons pu apprendre puisse nous aider et nous donner envie de connaître encore plus et à nous former un peu plus pour comprendre ces choses que tu mets devant nous. Puisses-tu continuer à être avec nous en cette journée et nous permettre d'être dans une communion fraternelle. C'est en Jésus que t'en prions. Amen.